Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Sens Public, des débats, des chroniques, des reportages et l'expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours de lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat avec au sommaire de ce 22 janvier François Bayrou à l'épreuve du budget. Comment satisfaire le PS sans perdre le soutien des Républicains? Faut-il taxer les retraités pour réduire notre déficit? Quelles sont les agences de l'État inefficaces? Comment les supprimer? Le Premier ministre est plus que jamais sur le fil du rasoir. On analyse cette précarité politique dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, gros plan sur la perte d'influence française en Afrique, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire. La liste des pays qui demandent à nos soldats de partir s'allonge mois après mois. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Pourquoi un tel désamour? Quelles conséquences stratégiques? De nouvelles alliances sont-elles possibles avec les pays d'Afrique non francophones? Ne ratez pas l'analyse de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la quincaillerie sémantique, qu'ils soient des pros du rabot ou des adeptes de la tronçonneuse, nos parlementaires traquent les économies budgétaires. Fabien Recker. À la recherche de nouvelles économies lors de l'examen du budget, le gouvernement Bayrou multiplie les coups de rabot. Par voie d'amendement, à coups de centaines de millions, l'exécutif taille dans les dépenses. Sur le fond, il peut compter sur le soutien de la droite et du centre au Sénat, mais la majorité sénatoriale critique la forme. Personne ne dit ce qu'on vient ici, dans la majorité, qu'il faille faire des économies. Après, on n'est pas obligé de les faire de façon uniforme, en rabotant au même niveau tous les ministères. Alors ici et là, le Sénat a imprimé sa marque sur le budget, en réduisant de près de 3 milliards d'euros l'effort demandé aux collectivités locales ou en s'opposant à une baisse massive des crédits pour le logement. Mais partout ailleurs, le gouvernement a eu gain de cause. L'aide au développement, déjà rabotée de 2 milliards dans le budget Barnier, se voit amputée de 780 millions d'euros supplémentaires, moins 630 millions pour l'enseignement supérieur et la recherche, près d'1 milliard d'euros en moins pour l'écologie, de quoi provoquer un tollé dans les rangs des Verts. Avec le budget qui sacrifie l'écologie, n'êtes-vous pas en train de sortir la France de l'accord de Paris par la petite porte? Et pour les socialistes non plus, le compte n'y est pas. Ils attendent des garanties sur la taxation des hauts patrimoines et dénoncent notamment une baisse de l'indemnisation des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. C'est assez mesquin, c'est inutile, c'est vraiment pour moi antisocial. Nous ne le voterons pas, nous voterons même contre ce budget ici au Sénat. L'opposition du PS sur le budget pourrait compliquer la donne pour François Bayrou, qui aura besoin des voix des socialistes à l'Assemblée nationale s'il veut échapper à la censure sur le projet de loi de finances. Qui va payer? Quelles conséquences politiques? On en débat avec Marc Lazare. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur émérite à Sciences Po. Stéphane Villers, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes économiste, conseiller économique à PwC France. Antoine Oberdorf, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste politique à l'Opinion. Et Mathieu Croissonneau, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique. Est-ce qu'on peut dire, Marc Lazare, que l'épreuve du feu, la vraie, commence pour François Bayrou? Oui, là, certainement, je crois qu'il a passé la première étape et c'était pas une grande surprise parce qu'on savait que le Parti socialiste cherchait une solution pour ne pas voter la censure à l'issue du discours de politique générale, avait engagé des négociations. Là, c'est l'épreuve de, plus que de feu, l'épreuve de vérité, je crois, à la fois pour le gouvernement, bien sûr, pour le Parti socialiste principalement, engagé dans cette démarche cherchant à obtenir des concessions, et même pour le groupe central, c'est-à-dire jusqu'où aller dans les concessions au Parti socialiste et les Républicains. Puisque jusqu'ici, François Bayrou a mis un coup à gauche, si j'ose dire. Il devrait aussi en mettre un peu à droite. Et donc, l'équation va être très difficile. Il y a un jeu d'équilibriste. Et si je devais prendre une image, je dirais qu'il est sur le fil du rasoir, le gouvernement Bayrou, mais un peu aussi le Parti socialiste. D'ailleurs, je trouve très intéressant de voir que le groupe socialiste au Sénat, pour le moment, si j'ai bien compris, ne veut pas voter le budget. Donc, c'est un geste très fort du côté du groupe socialiste, du groupe démocratique et socialiste du Sénat. On y reviendra en détail, évidemment, notamment avec Audrey Vetas qui suit les questions au gouvernement pour nous. On parle de 110 ou 120 milliards d'euros d'économies à faire en 5 ans. Ça fait une milliard. En tout cas, c'est ce que le précédent gouvernement avait promis à Bruxelles, si je ne me trompe. Est-ce que François Bayrou s'inscrit dans le même objectif ou alors est-ce qu'on est déjà en train d'être un peu moins ambitieux ?
Je pense que c'est la même feuille de route, bon an, mal an, alors avec une explication qui est un peu différente, mais on sait bien que ce que attend Bruxelles, c'est véritablement des économies sur les 5 prochaines années, pour que les choses passent et que Bruxelles ne mette pas son nez en fait dans nos comptes publics. Donc il est aussi de notre intérêt de continuer sur cette trajectoire où, bon an mal an, on doit réussir à faire entre 20 et 25 milliards d'économies par an, par chaque budget, en fait. Oui. Donc, alors, on pouvait décider d'en faire plus la première année, un peu moins la suivante, puis de nouveau plus, mais grosso modo, oui, c'est mais ça. alors, C'est pour rassurer à la fois Bruxelles et les marchés, il semblerait plus efficace de dire que on commence fort les premières années et puis après, on allège la pression sur les agents économiques, ce qui semble normal, plutôt que de dire on commence petit et après, on va voir grand. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre nos partenaires européens, mais aussi les marchés financiers. Et on arrive, Antoine Oberdorf, dans des décisions qui sont forcément impopulaires, et c'est ce que disait Marc Lazare, c'est-à-dire peuvent mécontenter l'un ou l'autre des bords politiques, les coupes budgétaires qui peuvent causer la perte de François Bayrou, c'est ça l'enjeu. Absolument, parce que le budget, on sait que c'est le marqueur politique qui, au cours d'une législature, est le plus fort. C'est le déterminant qui vous place soit dans la majorité, soit dans l'opposition. Et par conséquent, la neutralité du Parti socialiste que cherche à acheter François Bayrou à un prix quand même élevé, parce qu'il a renoncé à un certain nombre d'économies, c'est de ça dont dépend sa survie. Moi, je m'étonne d'entendre Patrick, je comprends pourquoi il le fait sur le plan tactique, mais d'entendre le chef des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, dire qu'il n'est pas question que son groupe vote le budget. Il n'a jamais été question que les socialistes, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, votent le budget. Ce dont il est question, c'est de ne pas censurer. Lorsque le gouvernement aura engagé le 49.3, parce qu'à l'issue d'une commission mixte paritaire qui ne manquera pas d'avoir lieu au début du mois de février, le gouvernement engagera le 49.3, c'est que les socialistes ne votent pas une motion de censure. Voilà dont il est question. Il en est question depuis le début et depuis l'apparition, vous savez, de cette fameuse expression d'accord de non-censure. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là, mais le gouvernement ne doit pas revenir sur ses engagements pris vis-à-vis des socialistes, parce que si les engagements du gouvernement Bayrou sont réversibles, la censure, la non-censure des socialistes le sera aussi. Oui. Alors on va rejoindre comme promis Audrey Veta. C'est le Parti socialiste qui a la clé jusqu'en 2027. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande qui l'a dit il y a quelques jours. Et donc l'intervention du président du groupe socialiste, la preuve, l'un et l'autre, vous l'avez déjà cité dans ce débat, Patrick Kanner était particulièrement attendu. Audrey, comment s'est passé cet échange avec François Bayrou lors des questions au gouvernement ? Eh bien, on peut dire que les socialistes attendaient François Bayrou au tournant pour ses toutes premières questions d'actualité au gouvernement ici au Sénat. Ils avaient des demandes de précision. Vous le savez, la semaine dernière, les socialistes ont obtenu des gages du gouvernement pour ne pas le censurer. François Bayrou est revenu sur la suppression de 4000 postes dans l'enseignement. Il a aussi accepté de remettre en chantier la réforme des retraites de 2023 avec les partenaires sociaux. Mais pour le groupe socialiste au Sénat, le compte n'y est toujours pas. Et Patrick Kanner avait des questions supplémentaires. Écoutez. Pour les Français, nous voulons des gages en matière d'écologie, de justice sociale, de justice fiscale. Mais je me limiterai à 3 questions claires qui appellent des réponses claires, Monsieur le Premier ministre. Quand sera présentée au Parlement la taxation des hauts patrimoines ? Allez-vous imposer aux salariés 7 heures de travail non rémunérées ? Renoncerez-vous à diminuer l'indemnité journalière des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie ? 3 questions, mais le Premier ministre en a évincé 2 et n'a répondu que sur les arrêts maladie dans la fonction publique. Il reste ferme face à un déficit hors de contrôle. D'après lui, l'indemnisation des fonctionnaires est donc ramenée à 90% de la rémunération pour les 3 premiers mois de l'arrêt maladie. François Bayrou qui rappelle que c'est ce qui a été voté au Sénat. Écoutez. A été défendu un amendement qui retenait l'idée de cette diminution modérée de 10% des indemnités journalières, ce qui est un impératif si on veut retrouver l'équilibre ou le meilleur équilibre possible de notre budget de sécurité sociale. Est-ce que nous abandonnons cela ? Je ne crois pas que ça serait raisonnable. Je ne crois pas que ça serait sérieux. Parce que nous n'avons aucun autre moyen de financer cet équilibre-là.
Alors vous le savez peut-être Thomas, mais c'est la coutume. Quand il reste un peu de temps, le sénateur qui a posé la question a un droit de réponse. Patrick Kanner ne s'en est pas privé. Il a rappelé que les socialistes étaient dans l'opposition et qu'il saurait s'en souvenir au moment voulu. En filigrane, une censure est donc toujours possible si le compte n'y est pas pour eux après l'examen du budget. Patrick Kanner, merci beaucoup Audrey. Patrick Kanner qui a annoncé qu'il serait en commission mixte paritaire, c'est dans une semaine, c'est prévu jeudi, ça va sans doute déborder sur 2 jours, jeudi et vendredi. Marc Lazare, alors évidemment, ça n'est pas le même interlocuteur et ce n'est pas exactement la même équation politique, je ne me trompe pas, mais ça me fait quand même penser à Michel Barnier avec le Rassemblement national, une espèce de course à l'échalote avec des demandes. Je vois Mathieu Kittic et je lui donnerai la parole dans un instant. Votre avis là-dessus? Effectivement, le Parti socialiste la joue gros parce que effectivement, il s'est encore une fois engagé dans cette procédure de négociation. Là, il indique un certain nombre de lignes rouges, comme aurait dit le Rassemblement national. Si il n'obtient pas satisfaction, ça veut dire qu'il sera tenté effectivement de voter une motion de censure, en espérant que le Rassemblement national ne la vote pas, parce que c'est tout le problème. C'est incroyable comme situation politique, parce que si le Rassemblement national la vote, la motion de censure, ça veut dire que le gouvernement tombe et on se rapproche de ce que, de l'hypothèse que veut écarter absolument la plupart des socialistes, c'est-à-dire une éventuelle contrainte à la démission à un moment donné d'Emmanuel Macron. Oui, il n'y a pas d'intérêt au PS à accélérer le calendrier. Non, mais quand François Hollande dit il faut attendre 2027, pourquoi? Pour régler les comptes au sein du Parti socialiste, trouver un nouveau dirigeant du Parti socialiste et faire émerger une candidature de la gauche réformiste. Bon, et ça suppose du temps. Donc, là, l'équation devient vraiment très, très compliquée pour le Parti socialiste, me semble-t-il, dans la conjoncture précise. Mathieu, c'est pour ça que les deux situations ne sont pas vraiment comparables. Oui, en fait, ils ont déjà topé. François Bayrou et le Parti socialiste, qui est assez différent de Michel Barnier et le Rassemblement national. Le Rassemblement national disait on verra, pouce levé, pouce baissé. Là, ils ont déjà topé. Donc là, on va assister pendant des jours à des prises de bec, il n'en est pas question, ça ne passera pas. Beaucoup. Oui, je pense que c'est beaucoup de posture parce qu'ils ne peuvent pas se déjuger, les socialistes, 15 jours seulement après avoir refusé de voter la censure. Ça serait illisible. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un 49-3 parce que personne ne pourra assumer sur ce budget à part le gouvernement qui va le présenter, et qu'après ce 49-3, il y aura une motion de censure qui sera déposée, et là, un certain nombre de partis diront c'est un mauvais budget, mais mieux vaut un mauvais budget que pas de budget. Et dans ce camp-là, de la raison, entre guillemets, on trouvera très vraisemblablement les socialistes. Si la parole et les engagements de François Bayrou sont tenus, c'est tout ça avec des si, mais globalement, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Complètement d'accord avec Mathieu sur cette mise en scène pour une raison simple qu'il faut rappeler, souligner, ressouligner, c'est que le fameux contrat, la fameuse lettre d'engagement qui a été transmise aux socialistes par François Bayrou, elle a été écrite de la main des députés socialistes Philippe Brun et Jérôme Guedj, sous la supervision de Boris Vallaud, transmise à Matignon, renvoyée aux socialistes sans qu'une virgule ne soit touchée dans ce document. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé en coulisses. Donc effectivement, il sera très difficile ensuite aux socialistes, sauf à ce que le gouvernement et malgré la menace ne tienne pas sa parole, réitérée d'un Jean-Luc Mélenchon de dire si au moment du budget, ils vont être sous la mitraille insoumise à coup sûr. Ils le savent et ça ne va cesser de se durcir. La question ensuite, c'est de savoir la discipline de groupe qui s'observera à l'intérieur du groupe socialiste, 66 députés socialistes, au jour du vote de la censure. On se souvient que 8 députés socialistes ont voté la censure lors de la première à l'issue de la déclaration de politique générale. Si la marée monte, attention, parce que le point pivot, c'est 23 députés socialistes qui votent la censure, dans le cas où le RN vote également. Effectivement. Alors, j'ai dit en titre, il y a des mots, une sémantique de quincaillerie, le rabot, la tronçonneuse, et ça va nous amener évidemment vers un exemple étranger, la tronçonneuse, celui du président argentin Javier Milei, qui utilise ce terme. C'est Éric Ciotti, l'allié de Marine Le Pen. Il était l'invité de Sud Radio ce matin. Éric Ciotti. Est-ce que vous êtes le Milei français ? Écoutez, est-ce que vous savez manier la tronçonneuse ? Oui, je sais manier. C'est dangereux, la tronçonneuse. Je sais que c'est dangereux. Un doigt, vous savez, une jambe. Mais je sais la manier. Je suis issu du monde rural et il m'est arrivé de l'utiliser dans mon village de Saint-Martin-Vésubie. Mais plus sérieusement, Milei, on ne peut pas comparer les pays. Il y aura le même débat avec Trump, avec les États-Unis, mais il y a des aspirations, il y a une volonté. Et la volonté qu'il exprime, c'est de dire, et d'ailleurs, ça a eu des résultats extraordinaires en peu de temps, c'est
on fait des économies. Moi, je pense que, redistribution. justement, baisser les dépenses inutiles, c'est c'est enlever les freins à la croissance. Stéphanie Villers, la France pourrait-elle s'inspirer du libertarien Javier Milei? Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même état d'esprit. En Argentine, c'est une politique ultra-libérale qui a été mise en place en réduisant en fait drastiquement en fait le poids de l'État. Il y a eu plus de 33 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Beaucoup de postes régaliens ont été privatisés. Donc nous, en fait, voilà, je suis même pas sûre que les deux pays soient réellement comparables. Il y a très peu de points communs. Et nous, en fait, j'ai quand même le sentiment que collectivement, on veut préserver notre système de protection sociale et que l'intervention de l'État n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est cette trop forte bureaucratie, cette réglementation qui est pléthorique, qui empêche en fait la dynamique. Pour autant, l'essence même de l'intervention de l'État dans des systèmes, dans l'éducation, dans la santé, n'est pas remis en cause par l'opinion publique française. Alors que c'est tout l'inverse, en fait, en Argentine. Alors, il y a quand même cette petite musique, il n'y a pas seulement Éric Ciotti qui nous laisse entendre que Javier Milei est en train de réussir son pari en Argentine. Il se trouve que vous y étiez il y a quelques jours. Marc Lazare, quel retour d'expérience? Très limité, parce que c'était pour des raisons personnelles. Mais d'abord, moi, j'avais enseigné à Buenos Aires il y a 10 ans et j'avais jamais vu, cette fois-ci, autant de pauvres dans les rues, ce qu'on appelle des centres domicile fixe. Deuxièmement, il se trouve que j'ai rencontré des personnes qui sont enseignants dans le lycée, dans l'enseignement supérieur et un réalisateur de cinéma. Il n'y a plus d'argent pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur, la recherche, la création cinématographique. Et c'est des gens qui font plusieurs métiers pour essayer de faire survivre leur famille. Alors c'est vrai qu'il a réduit l'inflation, mais dans une situation de récession économique, et ce qui est quand même une forme d'élite au bon sens du terme, culturelle, éducative, créative, envisage de partir à l'étranger. Mais je voudrais faire 2 observations sur cette déclaration de Ciotti. Enfin, d'abord, la première, c'est que je crois qu'il faut restituer ça dans une perspective un peu internationale. C'est-à-dire, il y a quand même l'élection de Trump, Musk, et je suis frappé que l'année dernière, mais là, il était à Davos, il a eu un accueil triomphal à Davos. Et qu'on entend effectivement cette petite musique. Valérie Pécresse avait dit que c'était formidable ce que faisait Milei, ça c'est pour la droite. D'ailleurs, Éric Ciotti, si je ne me trompe, était à la tête d'une sorte de comité de la hache dans la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Absolument, elle l'a rappelé d'ailleurs, Valérie Pécresse. Dans un certain nombre de milieux de grands patrons, notamment du côté du CAC 40, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Argentine, même si les situations, vous avez tout à fait raison, sont tout à fait incomparables. Mais je vois un certain intérêt. Puis la deuxième chose, à ce qu'a déclaré Ciotti, c'est un peu une pierre dans le jardin du Rassemblement national, parce que Marine Le Pen, elle reste sur une position, ce qu'on appelle parfois de social-chauvinisme, c'est-à-dire l'État social, la protection de l'État, mais réservée aux nationaux. Jordan Bardella, durant l'entre-deux tours des législatives, avait commencé à faire une certaine ouverture, et dans son autobiographie, on sent bien qu'il est un peu attiré par ce modèle libéral-libertarien. Donc là, c'est une pierre dans le jardin du Rassemblement national. Il va falloir qu'il se détermine une bonne fois pour toutes dans un contexte international qui est totalement nouveau. Allez, Mathieu, un mot et ensuite... Il y a une évolution dans cette histoire de hache, c'est que pendant la campagne de Valérie Pécresse, elle était infichue de dire où elle allait couper. Et donc elle disait on taillera dans l'administration administrante, la belle affaire. Aujourd'hui, la droite a changé son discours et elle vise les opérateurs de l'État et les organismes en disant tous ces machins, tous ces trucs, ça ne sert à rien. Et elle en dit, et François Bayrou d'ailleurs. Et François Bayrou aussi. Et donc il y a un discours qui se décale parce que ces opérateurs, certains ne servent à rien, mais d'autres ont une fonction. Et quand on vise l'ADEME, quand on vise l'Office de la biodiversité, on voit bien. On va parler l'environnement, on en parle dans un instant si vous le voulez bien. Ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous inspire, Antoine Oberdorf, cette offensive de la droite notamment, ou de la droite et du centre? Absolument. La thérapie de choc telle que pratiquée par Javier Milei, même si elle n'est pas transposable à la France, effectivement, il peut se targuer aujourd'hui, Javier Milei, d'avoir un excédent commercial de 18 milliards d'euros pour l'année 2024. Donc ça, il le met à son crédit. Mais simplement, 53% de taux de pauvreté. Enfin, je veux dire, il faut quand même... Ce que disait Marc Lazare, absolument. Et ça survient après un régime péroniste qui, en Argentine, a été en décrépitude totale et qui a plongé vraiment le pays dans une crise
profonde. Donc voilà, comparaison n'est pas raison. En France, moi ce que j'observe, c'est quand même que les idées libérales sont l'apanage d'espèces en voie de disparition. Il y a le maire de Cannes, David Lisnard, il y a Alain Madelin qui, quelquefois, continue de porter cette parole libérale. Mais enfin, globalement, ceux qui veulent tailler dans les comités Théodule et effectivement l'administration administrante, bien souvent, en campagne, font de grandes déclarations d'intention, c'est rarement suivi des faits. C'est-à-dire, quand ils ont été aux affaires, la droite n'a pas forcément réduit le nombre de comités Théodule. C'est ce que je crois entendre dans ce que... C'est complètement, effectivement, ce que j'assume de dire en la matière. Parce que, sauf à faire des symboles, effectivement, pour ce qui est de l'ADEME ou l'Office français de la biodiversité, d'en faire quelque part les symboles même d'une écologie punitive. Et dans ce cas-là, effectivement, on embarque la population dans le fait de tailler. Mais globalement, il y a peu d'actions. Je crois en 2012, Stéphanie Villers, l'inspection générale des finances s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de recensement centralisé des agences de l'État. Bon, déjà, c'est quand même un petit souci. Et donc, ils avaient fait le décompte, ils en avaient décompté 1244. On est 13 ans plus tard, il y en a un petit peu moins quand même. On a commencé à réduire un peu cette voilure. François Bayrou, quand il a fait sa déclaration de politique générale, parlait de 1000. Un millier. Oui, on a du mal à les augmenter compte tenu de l'efficacité et surtout, en fait, il y a un principe de réalité. Nos marges de main-d'œuvre budgétaires pour continuer à créer de nouvelles entités est de plus en plus réduite. Donc, c'est pas tant qu'on n'aspire plus à en créer de nouvelles, c'est juste que de plus en plus, on a de moins en moins de moyens pour rendre cette création. Il y a de réels doublons. Oui, mais derrière, en fait, il faudra avoir un discours de réalité parce que derrière, en fait, ce sont des emplois, n'empêche. Bien sûr. Et ce sont des emplois publics et il y a des emplois qui sont fournis par le secteur public qui peut-être ne seraient pas offerts par le secteur privé. Donc en fait, il faut parler de l'employabilité d'une certaine classe de personnes, notamment ceux qui n'ont pas un niveau de formation élevé. Et est-ce que en fait, l'État a les moyens aujourd'hui de faire cette transition, c'est-à-dire d'offrir une formation à ces différents agents. Il y a quand même une utilité publique, en fait. Il faut être capable de... Alors, peut-être pas tous, mais il faut être quand même capable de mettre ça sur le devant de la scène pour dire que derrière, c'est quand même des emplois. Et du jour au lendemain, détruire ces emplois, c'est quand même des salaires en moins. C'est aussi un taux de chômage supplémentaire. Enfin, bon, voilà. Et un coût politique, accessoirement. Donc, c'est pas totalement neutre dans la réflexion. Vous nous l'avez dit, parmi les agences visées, alors par la droite, mais pas seulement, par le Premier ministre également, il y a celles qui sont en charge de la défense de l'environnement et notamment cet Office français de la biodiversité. La ministre de la Transition écologique et de la biodiversité, c'est dans son intitulé, elle les a défendus au Sénat après que les locaux de l'OFB ont été tagués et incendiés dans l'Aude. Eux qui sont en première ligne dans la protection de notre environnement, la protection de la qualité de notre eau et la préservation de notre biodiversité. Je le redis, ce sont des agents publics qui exercent des missions de police au même titre que la police, la gendarmerie ou la répression des fraudes et à qui nous devons le même niveau de reconnaissance. Je veux aussi déconstruire certaines idées fausses qui circulent sur les contrôles effectués par l'OFB. Les relations entre l'OFB et les personnes qu'il contrôle, notamment les agriculteurs, mais aussi les chasseurs, sont le plus souvent apaisées. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Les équipes du Premier ministre recevront la direction de l'OFB et les organisations syndicales ce vendredi et vous pouvez compter sur nous pour continuer à porter haut et fort les missions de l'OFB. Je voudrais quand même qu'on discute ensemble du poids des mots des personnalités politiques. Oui. François Bayrou, dans sa déclaration de politique générale, il raconte ces agents de l'OFB qui arrivent pistolet à la ceinture dans des exploitations. Antoine Lebert, est-ce que d'une certaine façon, il les expose pas à l'inverdicte? Mais très sincèrement, on a vécu une crise des agriculteurs au cours de laquelle Gabriel Attal, Premier ministre, visait les écologistes à un discours écologiste qui présenterait les agriculteurs comme des empoisonneurs et des criminels en puissance. Là, on a un Premier ministre avec François Bayrou
qui quand même a une présentation de l'OFB avec des espèces de shérifs comme ça, qui interviendraient en milieu rural, avec ceinture et pistolet, c'est assez étrange. Et il faut quand même resituer les propos de la ministre Agnès Pannier-Runacher, parce que le point d'origine, j'en étais témoin un matin à la radio, j'entends stupéfait un agent de l'OFB syndiqué comparer les agriculteurs à des dealers en disant « il ne nous viendrait pas à l'esprit de demander à la police de cesser d'intervenir sur les points de deal pour les démanteler. Pourquoi demande-t-on aux agents de l'OFB de cesser d'intervenir sur les exploitations agricoles ?» Pardon, mais les agriculteurs, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas contrevenants. Donc vous nous dites que l'OFB a une part de responsabilité dans je dis simplement que dans le poids qu'il rencontre. Je dis que nécessairement, il doit y avoir une désescalade. Les agissements qu'il y a eu, les tags qu'il y a eu sur l'enceinte des murs de l'OFB dans l'Aude sont inadmissibles. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour ce qui est du poids des mots, effectivement, en particulier avec une corporation agricole qui est extrêmement sensible, en proie en plus à des enjeux d'élection dans les chambres d'agriculture, je n'ai pas le temps de m'étaler, mais il y a vraiment beaucoup de crispation à l'intérieur de ce milieu. Il faut faire attention. Voilà, il faut vraiment faire attention aux paroles qui sont prononcées, aux comparaisons qui sont faites. Là aussi, vous nous parliez tout à l'heure d'un mouvement qui va bien au-delà de la France, Marc Lazare. Moi, quand j'entends ces propos-là, il y a aussi les propos d'un Laurent Wauquiez sur l'ADEME, par exemple, très, très critiques. Est-ce qu'il y a une sorte de libération de la parole anti-environnementale qui vient notamment des États-Unis, quand on voit les premières décisions prises par Donald Trump depuis 48 heures? Alors, c'est certain qu'actuellement, sur les questions d'environnement, il y a un jeu de bascule qui s'est opéré. Ça a commencé avec le pacte vert de l'Union européenne. Oui. Et notamment la critique qui a été portée au départ par le Parti des conservateurs et réformistes européens, en particulier par Mme Giorgia Meloni, mais aussi par Matteo Salvini en Italie. Le Parti des conservateurs s'est heurté au pacte vert en disant que ça pénalisait notamment les emplois et les industries automobiles en particulier. Le Parti populaire européen s'est rallié à cette position. Et actuellement, au niveau européen, il y a une transformation et les Républicains font partie du Parti populaire européen. Donc là, il y a un enjeu qui est à la fois français et européen. Bien sûr, il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y en a d'autres qui reconnaissent, c'est le cas d'ailleurs de Mme Meloni en Italie, mais qui disent que ce n'est pas la bonne méthode et donc il faut renoncer au pacte vert. Donc il y a un enjeu fondamentale et la décision que vient de prendre Trump sur la sortie des États-Unis de l'accord de Paris va avoir des conséquences en Europe. Ça va arriver directement. Il va y avoir une contestation certainement de cela. Je pense que c'est une question très importante. Je pense surtout qu'il y a une question de méthode du gouvernement. Oui. Moi, j'entends qu'il faut remettre un peu d'ordre, rationaliser, etc. Mais il y a un critère d'abord, c'est on fait une évaluation de ces agences, de ces politiques publiques, et par une agence indépendante, et en fonction de ça, on tire un certain nombre de conséquences. Oui. Alors je vais défendre, si vous me permettez, ma corporation. Quand je vois que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche va diminuer, quand je vois même qu'on dit que le CNRS pourrait être formé, il y a certainement des critiques. Je suis même certain qu'il y a des bonnes critiques à faire au fonctionnement du CNRS et à l'enseignement supérieur et à la recherche, mais c'est quand même l'avenir du pays. Et pas simplement du pays, de l'Europe. C'est-à-dire, si on veut être dans la compétition internationale, on a intérêt à avoir des chercheurs d'excellente qualité. Alors, moi, je veux bien, on prend une agence d'évaluation, on voit ce qui va, on voit ce qui ne va pas, et en fonction de ça, on réduit éventuellement certaines dépenses. Je pense que là, on marche sur la tête, et je pense le tout dans un contexte, alors je vais employer le grand mot, je suis désolé, mais un peu populiste. Parce que c'est très facile de dire, effectivement, on supprime tout ça. En plus, en France, il y a une grande tradition. Moi, j'ai été fonctionnaire, donc c'est courtelinesque. Ils ne foutent rien, les fonctionnaires, etc., etc. Donc, c'est facile de jouer sur cette corde. Voilà. Moi, je pense il y a certainement des réductions de dépenses à faire, mais à partir du critère de l'évaluation. Oui, cet audit, il n'a jamais été fait, Stéphanie Villers ? Si, mais en fait, c'est plus facile en fait, de réduire dans la fonction publique en tant que telle, plutôt que, en fait, en réalité, la protection sociale qui pèse en fait, le plus. Parce qu'on le voit bien, au moment où on se dit on va essayer de réduire le poids de nos retraites, qui pèsent pour la moitié de nos dépenses sociales, c'est 14% du PIB, c'est 350 milliards d'euros par an qui sont distribués sous forme de retraite, eh bien, il y a une levée de bouclier total. Donc, en fait,
on préfère en fait faire des économies par petits postes, comme ça se voit pas trop, 30 millions d'un côté, 100 millions de l'autre, parce qu'en fait ça met pas en fait les gens dans la rue, ça. Et on voit bien que aujourd'hui on est incapable, comme on a été incapable par le passé, de faire en fait de réelles réformes. Ouais. On ne veut pas entendre parler de réformes parce que ce sont des efforts collectifs. C'est l'ensemble des retraités qui pourraient être de notre système qui pourraient être touchés, alors que finalement le CNRS c'est effectivement très dommageable pour l'avenir du pays. N'empêche que ça ne met personne dans la rue. Oui, c'est sûr. Sauf les chercheurs du CNRS. Voilà, mais ils ne sont pas assez nombreux, en fait. Ils sont un tout petit peu moins nombreux. Alors, vous faites évidemment référence à cette proposition, on va dire, de la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, Mathieu tollé, effectivement, provoqué en proposant de faire contribuer davantage les retraités au financement de la protection sociale. Oui, alors tollé et même volé de Boisvert, depuis hier, c'est simple, d'un bout à l'autre de l'hémicycle, tout le monde y va de sa condamnation. C'est totalement scandaleux, a dit Sébastien Chenu, le vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. C'est scandaleux, le même mot, a dit Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Le gouvernement veut faire les poches des retraités, pleurait déjà hier Éric Ciotti, l'allié de Marine Le Pen. Même dans le bloc central, le vice-président des députés macronistes, Mathieu Lefebvre, s'est ému qu'on veuille taxer les retraités qui ont travaillé toute leur vie. C'est non, 3 fois non. On rappelle quand même que c'était hier matin, Astrid Panosyan avait expliqué que le financement de la protection sociale pourrait, c'est une proposition, porter aussi sur les retraités qui peuvent se le permettre. Précisant que ça ne devait pas concerner tous les retraités, disait-elle, mais peut-être 40% des retraités, avant de fixer comme exemple une retraite supérieure à 2000 ou 2500 euros. Une mauvaise idée ? D'un point de vue politique, oui, c'est très maladroit, c'est même un suicide électoral. On rappelle que les retraités sont la catégorie de la population qui vote le plus, 75% aux dernières élections législatives contre 60% pour l'ensemble des Français, et puis ce sont la catégorie de la population qui vote le plus pour le parti d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs le fait que les retraités votent davantage que les actifs, c'est la principale raison qui leur vaut d'avoir été épargnés à chaque fois par la quasi-totalité des réformes, de peur qu'ils ne se vengent dans les urnes aux élections. Ça s'appelle de l'électoralisme. Alors si vous y ajoutez en plus les maladresses de la ministre qui commence à dire à partir de combien on est riche retraité, 2000, 2500, tout ça est très mal présenté. Mais maintenant, si on regarde le problème sous un autre angle, Astrid Panosyan-Bouvet a peut-être raison. Alors pourquoi ? D'abord parce que à un moment critique où les comptes en France sont rouge vif, il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. On ne va pas commencer par dire non, pas ça, pas ça, pas ça. Si on met tout sur la table, la question c'est de savoir comment on répartit les efforts, Dieu sait qu'ils sont colossaux, à faire de la façon la plus juste et la plus collective. Alors jusqu'à présent, on en parlait, le financement de la protection sociale en général et des retraites en particulier, ça reposait sur qui ? Sur les entreprises par le biais des cotisations, mais surtout sur les actifs. Et ces actifs-là, leurs cotisations n'ont cessé d'augmenter à travers le temps. Ils travaillent de plus en plus longtemps. Et ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire la différence que vous touchez à la retraite par rapport à votre salaire que vous venez de quitter, il n'a cessé de baisser. Et alors si on regarde du côté des retraités ? Les retraités, faut le dire, parce qu'ils ont un niveau de vie moyen qui est supérieur à celui de ceux qui travaillent. C'est une réalité en France. Il y a des petites retraites, il y a des fins de mois très difficiles, mais la France ne connaît plus la situation des années 70, où vieillesse était synonyme de pauvreté. C'est à cette époque qu'on avait d'ailleurs lancé le minimum vieillesse. La meilleure preuve, c'est que les retraités assurent ce qu'on appelle un transfert intergénérationnel, c'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup d'argent à leurs petits-enfants. Peut-être pourraient-ils en donner un peu à la collectivité. Alors, ils payent des impôts, les retraités, mais par exemple, ils bénéficient d'un taux de CSG. Enfin, il y a 3 taux, mais le taux maximal de CSG est quasiment d'1 point inférieur à celui des actifs. Pourquoi pas ? Autre exemple, ils bénéficient de ce fameux abattement de 10% pour frais professionnels, qui par définition, ils en ont peu. Là, on est en absurdie. Ils n'exercent plus de profession par définition. Donc ce sont toutes ces questions qui sont sur la table et qui mériteraient au moins d'être débattues, d'être discutées. C'est quand même le propre de la politique.
Alors j'ajoute que, pour finir, que dire que le gouvernement veut faire les poches des retraités, comme l'a dit Éric Ciotti, ça n'a absolument aucun sens, vous le rappeliez à l'instant, dans un pays qui consacre 14% de son produit intérieur brut à financer les retraites. C'est quand même se moquer du monde. C'est beaucoup plus d'ailleurs que nos petits voisins à l'étranger. Bon, allez, votre avis aux uns et aux autres. Je vous redonnerai la parole évidemment, Stéphanie Villers. Je commence avec vous, Antoine Oberdorf. Alors, je vois bien effectivement l'électoralisme et l'explication de ce tollé politique. Qu'est-ce qui vous inspire ? Mais moi, je trouve que dans un contexte de vieillissement démographique que nous connaissons, le fait de ne pas reposer la question de la répartition des richesses entre actifs et retraités est proprement irresponsable en réalité. L'exemple qui a été donné à l'instant sur les 10% d'abattement sur les frais professionnels est évidemment le plus dingue, le plus absurde de ceux qui nous sont donnés. Mais au moment où on va demander un certain nombre d'efforts aux Français, où il est question de ces 7 heures de travail gratuits annuels, où il est question de 90% seulement de prise en charge des arrêts maladie de courte durée pour les fonctionnaires, ce sont des mesures qui pèsent sur les actifs, qui vont être mal vécues. Et je pense que le gouvernement, dans un moment de fragilité politique liée à l'arithmétique parlementaire, serait bien inspiré de tenter d'embarquer tout le monde dans un effort national partagé, peut-être encore plus par les retraités. Ça ne me paraît pas scandaleux. En revanche, ce qui me paraît problématique, c'est la méthode. Le fait qu'il y ait comme ça des embardées, des sorties, qui apparaissent comme des sorties de ministres, comme Astrid Panosyan-Bouvet pour le ministère du Travail, mais aussi comme en réalité le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont on a le sentiment qu'ils ont comme ça une libre parole qui leur est laissée par Matignon. Très bien, mais un écosystème comme ça, gouvernemental anarchique, va probablement susciter des crispations dans l'opinion publique, précisément. Parce que vous avez un ministre qui, comme la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, prend une position immédiatement contredite dans la journée, dans l'heure qui suit, par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Sauf qu'entre-temps, vous avez les chaînes d'information en continu, les médias qui s'emparent. Ce festival de ballons d'essai, moi, m'effraie. C'est revendiqué de la part de Matignon. Personnellement, je trouve ça vraiment dangereux. Ouais, Sophie Primas, effectivement, qui a très très vite démenti l'initiative de la ministre du Travail. Marc Lazare, il n'y a pas de discours de vérité possible sur ce thème-là. Alors, je suis dans un conflit d'intérêts, je suis retraité. Donc, évidemment, je vais essayer de dépasser cette situation, mais je l'assume devant un téléspectateur si jamais il s'intéresse à ma situation. Donc, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas de sujet tabou, et dans le contexte dans lequel on est, ça me paraît une bonne question. Je trouve qu'elle a été très maladroite, la ministre, comme Mathieu Croissando l'a dit, notamment en fixant cette somme de 2 000 à 2 500 euros. Parce que vous avez raison, Mathieu, de rappeler les données que vous avez indiquées, mais il faut prendre en considération une multitude de situations, non seulement financières, mais est-ce que le retraité, par exemple, est propriétaire ou locataire de son logement? C'est pas la même chose d'avoir 2 000 ou 2 500 euros par mois que l'actif. Oui, je sais bien, mais il y a quand même encore des retraités locataires. Est-ce que la situation, par exemple, d'une femme divorcée qui ne touche pas la... Bon, il y a une multiple situation, donc bien sûr, quand on fait ce genre d'annonce et quand on balance comme ça dans le débat public ce type de proposition, avec cette maladresse, pourtant partie d'une bonne intention, d'autant plus qu'on sait que c'est une ministre très respectée par les partenaires sociaux. C'est une ministre qui est dans le dialogue. Donc, je crois qu'il y a une très grosse maladresse, et c'est dommage parce qu'effectivement... ça mériterait un vrai débat. Bien évidemment. Et en France, je crains que ça n'aboutira pas pour les raisons qui ont été rappelées par Mathieu Croissando, parce qu'effectivement, il n'y a pas simplement le groupe central qui a besoin du vote des retraités. On le voit bien. Même le Rassemblement national, la France insoumise, immédiatement deviennent le parti des retraités. Ce qui est très préoccupant, c'est pour les jeunes générations d'entendre ça. Ça, je crois que là, il y a un clash, une rupture générationnelle très forte. Ça, c'est vraiment un gros problème dans ce pays. Ouais. Stéphanie Villers, il y a effectivement la question du seuil. En vous écoutant, je me disais, oui, mais alors comment éviter l'usine à gaz? C'est-à-dire, comment faire en sorte que la mesure, elle soit pas trop injuste Alors, moi, je trouve que quand même, ça a été très intéressant d'en parler, parce que c'est la première fois que dans le débat public, on comprend, en fait, que la classe des inactifs en retraite, c'est pas qu'un bloc, en fait. Les retraités... C'est pas homogène. Oui, enfin, c'est normal, en fait, de distinguer les niveaux de retraite, comme nous, on distingue dans la vie active nos niveaux de revenus. Il y a chez les actifs, il y a les plus riches et les moins aisés qui doivent être aidés, alors que les autres payent plus d'impôts. Enfin, tout ça est
absolument admis, alors que eh bien, les retraités, on les gère d'un seul bloc et donc on va les indexer on va indexer leurs pensions sur l'inflation, on va indexer toutes les retraites sur l'inflation, ce qui est complètement ubuesque lorsque eh bien, les salariés, eux, n'ont pas leur salaire indexé sur l'inflation, il n'y a que ceux qui sont au niveau du SMIC et on leur demande de cotiser pour financer une hausse des retraites globales. Il y a quand même 20% des retraités qui sont au-dessus de 3 500 €, au-delà des on n'est pas obligé de parler des 40%, 2000, 2500, c'est peut-être pas suffisamment, et ils sont à 75% propriétaires de leur logement, ce qui n'est absolument pas le cas des actifs. Donc je pense qu'en fait, c'est essentiel, parce que pour une fois, maintenant, on ne va pas nier le fait que les retraités, ce n'est pas uniquement une classe d'actifs, c'est beaucoup de disparités. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, je reviens sur ce qui nous semble aux uns et aux autres le plus absurde, effectivement, cet abattement de 10% pour frais professionnels, alors que, bon, voilà, on est à la retraite. Est-ce qu'on peut tout simplement supprimer cette mesure, ce qui semble du bon sens, sans faire beaucoup de mal aux retraités qui sont le plus en difficulté. Mais non, mais de toute manière, c'est ceux qui payent un impôt qui ont un abattement. D'accord. Donc en fait, ça ne touche pas les petites retraites. Je n'avais pas assez réfléchi avant de poser la question. Mais ça peut faire rentrer des gens dans l'impôt. Oui, mais voilà, est-ce que ça nécessite véritablement... voilà, c'est comme, là, aujourd'hui, il n'y a pas une revalorisation du barème de l'impôt et beaucoup de personnes, tant qu'il n'y a pas de budget, vont payer plus d'impôts. Enfin, de toute manière, le système n'est pas parfait et en tout cas, le système actuel des retraites est totalement inéquitable. Notamment, vous parliez des femmes qui gagnent 40% de moins. Donc, ça vaut quand même le coup, en fait, d'y aller étape par étape, de jeter un pavé dans la mare pour que effectivement secouer en fait ce débat pour qu'on avance vers une plus profonde réforme de notre système qui est complètement bancal en réalité. Alors vous citiez les différentes réactions politiques. On va écouter celle du porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, qui était ce matin sur Public Sénat, sur ce point précis des retraités. La ligne rouge serait très clairement franchie. Madame Panossian, je crois, a tiré au sort. Alors, elle ne savait pas qui elle allait vouloir taxer. C'est soit ceux qui travaillent, soit ceux qui cherchent un boulot, soit les automobilistes, ou soit les retraités. C'est toujours à peu près les mêmes cibles, d'ailleurs. Ceux qui ont travaillé ou ceux qui travaillent, ceux qui financent, ceux qui glandent à la maison, ou ceux qui viennent d'arriver sur le territoire et qui veulent tout obtenir en matière sociale. Eh bien, ça suffit. Voilà, ça suffit. Les Français ne sont pas des vaches à lait. Les retraités n'ont pas volé leur argent. Ils ont travaillé et cotisé toute leur vie. Il faut les laisser tranquilles. Bon, Marc Lazare, que le RN soutienne les retraités, c'est pas une surprise. Est-ce qu'il pourrait censurer le budget et faire tomber François Bayrou? C'est ça que je veux aborder pour d'abord terminer. sur le retraite, c'est intéressant parce que jusqu'ici, le Rassemblement national avait peu de votes chez les retraités. Et en 2022 et en 2024, il a beaucoup progressé chez les retraités, sauf les retraités, justement, ayant les bonnes retraites et ceux qui ont le plus haut niveau d'instruction. Donc là, c'est une partie de sa clientèle électorale récente, qu'a conquis le Rassemblement national et qui veut consolider. Donc, la stratégie de, on va dire, neutralité ou de non-censure de François Bayrou, vous pensez qu'elle tient je pense que c'est lié à... ça peut être un sujet, ça peut être une ligne rouge, c'est indiqué. Ça va dépendre aussi du calendrier en fonction des problèmes judiciaires de Marine Le Pen. Donc si les deux se télescopent, je pense que le RN pourrait être tenté de faire tomber le gouvernement Bayrou. Et si les socialistes s'y mêlent, on se retrouve dans une situation... Allez, dernière minute à vous. Et attention à l'effet domino en la matière, parce que ce que nous disent les socialistes en off, totalement en coulisses, c'est que si le Rassemblement national venait à censurer, si les 142 députés RN et alliés sautistes censuraient sur le budget... Comment voulez-vous que le Parti socialiste laisse le bâton de l'opposition à LFI d'un côté et au RN d'autre part? Il pourrait alors y avoir, pour le coup, une totale volte-face et un Parti socialiste qui, de peur que le fait d'être la seule opposition à s'abstenir sur le budget, de donner le sentiment d'un renversement d'alliance... apparaît finalement comme un allié du gouvernement Bayrou. Comment voulez-vous après nier une forme de solidarité pseudo-gouvernementale? C'est extrêmement difficile. La partition que va avoir à jouer le Parti socialiste dans les jours et les semaines à venir est extrêmement délicate. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat.